ねえ、もう知ってる？すっごく強くてめちゃくちゃ速くてかっこいい5人のヒーロー。激走戦隊カーレンジャー。王族の戦士たちよ、次に焼きを入れてやるのはあの星チーキュだ。チーキュチーキュチーキュチーキュ。奴らに立ち向かえるのは君たち5人だけなんだ。陣内京介、レッドレイサー、土門直樹、ブルーレイサー、上杉実、グリーンレイサー、篠原夏実、イエローレーサー、八神陽子、ピンクレーサー。5人の激走が決まった時、宇宙に平和のきらめきが戻ってくるんだっぷ。激走アクセルチェンジャー。Bonjour à tous et bienvenue dans Tokuscope, votre émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu. Bonjour. Comment vas-tu mon cher Fabien? Eh ben ça va très très bien, hein, cet été qui approche petit à petit. On reprend les tournages. On a envie de couleurs là en ce moment, Et on oui, a envie de donc, héros colorés. On va vous parler d'un nouveau Super Sentai qui est sorti chez Shoot Factory, donc Carlenger, donc la 5e sortie déjà de Sentai chez l'éditeur. Ils sont productifs cette année, Et chez oui. nos amis de Shoot Factory. Et donc on va vous parler de la série en attendant la prochaine sortie, Mega Ranger, qui est déjà prévue pour la fin de l'été. Tout à fait. Dans le Toku Focus, donc on va vous présenter la série, on va vous parler de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas. Dans la Toku Cave, on va vous parler du crossover justement avec Mega Ranger, comme ça permettra de faire le lien avec une prochaine émission et surtout de faire le lien avec le Dikotoku, puisque dans le Dikotoku, on va vous parler de monsieur Ryuta Tazaki, qui est un réalisateur qui a un peu touché à pas mal de choses. Donc on lance tout de suite le Toku Focus. Nous sommes en 1996 et Orenja vient de terminer sa diffusion et donc la série suivante, donc Carranger, débarque dans la foulée. Et c'est une période un petit peu bizarre, on vous en a déjà parlé dans l'émission sur Oranger, puisque donc la série avait été un échec pour plein de raisons. Il y a eu ces fameux attentats à l'époque, et puis bon, ça fait que la série a été complètement chamboulée en termes de production. Ce qui fait que quand la Toei arrive à la production de Carranger, qui se déroule pendant la diffusion de Orenja, on sent quand même là qu'ils ont envie de changer la formule. On sent et puis surtout qu'il y a besoin. Et qu'il y a besoin. On ne peut pas rester finalement sur cette note d'échec. De Orenja, qui d'ailleurs avait failli signer l'arrêt de mort de la franchise Super Sentai. Ils pensaient qu'après l'échec de la série, ils allaient complètement arrêter. Donc finalement, ils reviennent sur une formule, on va dire, qui a déjà été exploitée dans la série, qui est la formule finalement des véhicules, des voitures, des bagnoles. Parce qu'on avait déjà eu ça dans Turbo Ranger, exactement, qui était une très très bonne série d'ailleurs, qui était diffusée en France. Et là, finalement, on va reprendre finalement ce concept de voiture, de véhicule, pour faire une série, on va dire, entre guillemets, un peu plus confortable, un peu plus dans les canons du genre, tout en se détournant de l'aspect, on va dire, dark de la fin des années 80, début des années 90, pour revenir vraiment vers quelque chose de plus coloré, de plus éclairé, pour pas dire de plus joyeux. Bah, c'est très léger. Hein, c'est très léger. C'est une série qui est très très légère. Parodique, diront certains, mais ça on l'abordera après. Donc, en fait, nous avons le méchant Bozok qui détruise la planète Hazard. Et donc là, on a un gentil extraterrestre tout mignon qui s'appelle Dapu, qui se dirige sur Terre, qui fuit vers la Terre, et il découvre que les êtres humains sont capables de générer ce qu'on appelle la car magic, c'est-à-dire une capacité de piloter des bagnoles et un peu de les soumettre à leur volonté et de faire des choses super avec. Et donc, il recrute 5 jeunes qui maîtrisent la fameuse car magic, et ils forment une équipe de Super Sentai qui s'appelle donc les Carranger, qui pilotent donc des bagnoles géantes qui peuvent se former pour former des gatailles. Voilà. Donc voilà.
Écoute, de quoi qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Jordan? J'avais vu des épisodes, mais bon, sans sous-titres et pas forcément de bonne qualité. Mhm. Et du coup, j'avais beaucoup hâte de voir cette série. Et c'est vrai que quand la série est sortie chez Shoot Factory, je me suis dit ça va être vraiment l'occasion de la voir. Et elle est réputée comme étant une parodie. Et je me demande bien pourquoi. Écoute, oui. Parce que, à part l'aspect léger, je remarque pas en quoi c'est vraiment de la parodie. Des fois, il y a quelques blagues, mais pour moi, c'est pas plus des blagues comme on a l'habitude de le voir. C'est-à-dire que ça reste les blagues habituelles qu'on a dans ce genre de série. Tu vois? Non, je suis d'accord avec toi parce que j'ai trouvé que la série était fun, était rigolote, mais j'ai pas trouvé que c'était au niveau, par exemple au niveau méta qu'on pouvait avoir dans Kakuranger par exemple, qui était vraiment on poussait le curseur de l'humour et de l'ironie et finalement aussi du côté métatextuel à fond. Là, on n'est pas du tout là-dedans, on est plus dans une sorte d'humour de situation. C'est ça. On essaie de faire un truc rigolo. Alors peut-être qu'on l'a vu comme une parodie parce que ça tranchait effectivement avec l'ambiance générale des Sentai de l'époque. Peut-être. Mais c'est vrai que quand j'ai vu la série, je me disais qu'il n'y avait rien de fondamentalement spécial, mais que ça a dû faire du bien aux spectateurs à l'époque de voir un truc très positif, très by the books, et où finalement les héros sont très gentils, super gentils, et les méchants sont très méchants, quoi. C'est sûr qu'on n'a pas le niveau de complexité d'une série comme Maskman ou même Live Man, on n'a pas forcément ce niveau d'enjeu qu'on pouvait voir dans The Ranger. On a plutôt un nouveau canon de Sentai où on va procéder par évolution, c'est-à-dire les évolutions mais de robots, les évolutions de personnages secondaires qui eux-mêmes vont avoir des armures. C'est plus des rebondissements visuels. Voilà. Pas forcément une surenchère, mais quand même, on revient vers cette idée de rebondissement avec le fameux Signalman et l'autre personne, VRV Master. Le VRV Master, voilà, qui sont des personnages qui arrivent encore une fois avec des moments bien spécifiques de la série, qui sont des seconds rôles essentiels, importants, mais qui aussi servent aussi de prétexte avant de les jouer. Donc, c'est ça. Mais alors, c'est marrant ce que tu dis, parce que moi, j'ai pris plus de plaisir avec les personnages secondaires qu'avec l'équipe en elle-même. L'équipe, elle est basique au final. Enfin, moi, je l'ai trouvée pas inintéressante, mais je me suis pas forcément attaché plus que ça aux personnages des 5 héros de Sentai. Moi, c'est plus les personnages secondaires, donc notamment Signalman, qui a une très très belle introduction qui justement m'a rappelé notamment la première apparition de Jiban par exemple. Niveau réalisation, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Il y a 2-3 références au fait qu'il pourrait être lié au Space Sheriff à un moment. Enfin, c'est assez subtil. C'est assez subtil. Et le VRV Master qui est aussi un personnage assez intéressant, même si je trouve qu'il pourrait être beaucoup plus développé. Parce que des fois, il est juste un petit peu écrit en surface. Il n'a pas de vraie psychologie ou de vrai parcours, on va dire. C'est ça. Il est juste là parce qu'il est lié à un autre perso, et ça suffit en fait. C'est ça. Mais après, voilà, moi j'ai pris, comme je disais, plus de plaisir sur ces personnages secondaires, aussi parce que visuellement, ils sont bien plus beaux et aboutis que le Sentai classique. Même les méchants, je veux dire, les méchants vers la fin, je me souviens plus comment il s'appelle. L'empereur qui est gigantesque. Voilà, qui a un look assez sublime avec ses couleurs magnifiques. C'est vrai que c'est une série, effectivement, comme tu dis, où les persos secondaires viennent enrichir l'histoire parce que, comme beaucoup de Sentai qu'on verra après finalement, puisqu'on n'est plus du tout dans cette dynamique où les 5 héros vont avoir un parcours personnel suffisamment distinct, quoi. Ce qui était le cas quand même des films, des séries d'avant. Là, c'est vrai qu'on est plus encore une fois, on reste dans cette idée d'accumulation de moments et de personnages. Ce qui, encore une fois, remis dans le contexte de l'époque, devait être assez salvateur, je pense, pour les spectateurs. Je trouve que c'est une série qui est très 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 bien foutue en termes d'effets spéciaux, parce que je trouve que les plans, justement, on voit les plans des maquettes de route avec les bagnoles qui défilent vite. Je trouvais que c'était, on avait déjà ça dans Turbo Rangers, mais là je trouvais que c'était filmé d'une certaine manière avec beaucoup de caméras qui vont à ras du bitume, à ras du sol. Ça, par contre, les effets de miniature sont sympas. Je trouve que ça offre un effet de perspective assez intéressant parce que les bagnoles sont censées être géantes. Et du coup, ça offre un truc assez sympa à l'image, je trouve. Mais après, purement technique. Comme je disais, il y a beaucoup de différences avec la version américaine. Par exemple, je vais spoiler la fin, mais la fin de la série, par exemple, elle est beaucoup plus intéressante dans sa version Power Rangers parce que c'est un combat tragique et dramatique, alors que là, on est dans la vanne, par exemple. Et le problème, c'est que la série, elle repose souvent sur des vannes.
Mais pas des vannes parodiques, mais plutôt des vannes, comme tu disais, de situation. Ouais. Par exemple, ils réussissent à battre le méchant parce qu'ils ont du tofu frelaté, quoi. C'est peut-être à ce niveau-là que c'est une parodie, en fait. Ouais, mais du coup, tu vois, le problème, c'est que ça reste trop léger. Pareil, VRV Master, je trouve qu'il est beaucoup plus développé dans la version américaine. Le Phantom Ranger, je trouve qu'il est beaucoup plus développé au niveau de sa psychologie, mais aussi parce qu'il réapparaît dans In Space, et du coup, ça lui permet de donner une aura beaucoup plus conséquente. Mais après, la série, elle est... Enfin voilà, pour moi, elle est basique. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, non, mais je comprends ce que tu dis. C'est très étrange parce qu'à la fois, la série se suit comme un Sentai tranquille et en même temps, c'est vrai que t'as certaines blagues par moments qui te sortent un peu du truc, mais tu te dis pas, c'est jamais drôle au point de se moquer du genre en fait. Oui, tu vois, c'est ça que je veux dire. Moi, quand on me disait que c'était une parodie, moi je m'attendais, tu vois, plus à un truc vague, quoi, un peu comme, vague, comme plus récemment avec Akiba Ranger par exemple. Ouais, où là c'est clairement autre chose, une grosse parodie qui joue avec le genre. Enfin, elles sont pas surprenantes en tout cas. C'est ça. C'est vannes. C'est de l'humour de situation, même dans des séries dans les années 80, les Google Five, tout ça, t'avais des fois des grosses vannes. Hein. Mais c'est vrai que tu n'as jamais quelque chose de fondamentalement surprenant en termes d'humour. Tu rigoles, tu te marres bien. Bien sûr. T'es jamais là, t'es en train de te dire, putain, ça dépasse le cadre oui. d'un humour familial, quoi. Mais après, je pense qu'il y avait besoin de ce confort-là pour un peu redémarrer le genre. Après, par rapport à Power Rangers, ce qui est intéressant, c'est que là, on a une fin... comment dire, fermée, là. Oui. C'est vrai que l'objectif de Power Rangers, c'était de commencer avec une série qui était quand même très mauvaise. Turbo, c'était quand même pas terrible. La première partie de Turbo, c'est vrai qu'elle était, voilà. était pas bonne. Et la seule façon de terminer Turbo de manière bien, quoi, c'était de faire un truc dramatique, quoi, de casser un peu le mood. Donc ils n'avaient pas le choix. Là, finalement, ce qui est marrant, c'est que dans les deux cas, les deux séries, avec la même base, ont été finalement des points charnières sur la continuation ou l'arrêt d'une franchise, en fait. C'était un peu tout ou rien, quoi. Et c'est vrai que Turbo a failli plomber Power Rangers, mais Car-Ranger a vraiment relancé la tu sens que les mecs, ensuite, pour les séries qu'ils ont fait après, ils se sont sentis pousser des ailes. Hein. Mais je pense que justement... Car-Ranger, autant elle est basique, autant elle est importante parce que elle permet de reposer, de refidéliser un public pour après faire des choses beaucoup plus ambitieuses. Par exemple, Mega Ranger, c'est beaucoup plus ambitieux que Car-Ranger. Rien que les designs. Gingaman, pareil. Go-Go 5, pareil. Par exemple, je cite ces trois séries qui sont juste après, mais rien qu'en termes de design et de rendu visuel, même de certaines séquences d'effets spéciaux, c'est majestueux. Bien sûr. C'est magnifique. Bien sûr. Donc, non, mais je pense que Car-Ranger, comme tu le dis, certes, même si elle est basique, elle était importante. Je trouve quand même qu'en termes de tokusatsu, d'effets spéciaux, cette série-là, quand même, il y a des trucs assez impressionnants. Je trouve que les robots qui reviennent vers quelque chose d'extrêmement massif, ils sont quand même animés de manière très belle, très harmonieuse. Ça devait être une plaie pour les mecs dedans, t'imagines, hein? Mais justement, ce que j'aime par contre dans la série, c'est que là, on n'a pas l'excuse des dieux ou autre. Là, c'est des robots en métal. Enfin, c'est censé être des robots en métal. Des êtres mécaniques. C'est ça. C'est comme ce que je te disais, ils ont mis le paquet sur les miniatures quand tu as ces travelling au-dessus des routes. Mais totalement. Je sais que je me répète un peu, mais c'est vrai que c'est des petits détails qui font que la série se démarque des autres. C'est des détails que je trouve purement techniques. En fait. Après c'est une série qui repose sur les détails et sur certains choix audacieux. Par exemple, c'est pareil, dans une autre mesure, l'une des actrices qui joue les méchantes, ils ont été chercher une actrice de X. C'était une nana qui faisait des films de bandage à l'époque. Là-dedans ? Oui. Dans Car-Ranger ? Oui, par exemple. Ah bah si, il y a un lien quand même avec Akiba Ranger. Oui, mais bon. Non, mais voilà, après comme je disais, c'est Butsuta qui avait fait les effets spéciaux. Oui. Ça se voit. Pour moi, comme je te disais, il y a l'équivalent sur la route de ce qu'il avait fait sur Jetman dans l'air, en fait. Tu vois. Bien sûr, mais totalement. Mais donc voilà, en tout cas, la série est disponible chez Shoot Factory, donc dans un coffret 8 DVD de toute beauté. Encore un beau produit, ça. Ouais, franchement, vraiment pas mal. Si vous voulez vous le procurer, c'est sur les sites habituels, aux endroits que vous connaissez très bien. Et donc nous, on va vous parler un petit peu de crossover dans la Tokucave. On vous avait déjà parlé du crossover entre les O-Rangers
et les Car-Rangers dans l'émission sur All-Ranger, donc on va pas reparler de ce crossover, hein, on vous renvoie à l'émission 59, mais donc là on va vous parler du crossover qu'il y a eu entre les Car-Rangers et les Mega Rangers, donc qui est réalisé par Ryuta Tazaki, dont on va vous parler juste après dans le Dikotoku, et ce crossover, c'est un crossover classique, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tu vois. Donc l'histoire rapide, c'est qu'il y a une petite bestiole qui arrive sur Terre, qui vient de l'espace et qui arrive sur Terre, et il y a un biker qui essaye de la récupérer, donc qui est plus ou moins associé au Bozok, qui va donc essayer de la récupérer parce qu'en fait elle exauce des vœux quand on la frotte et qu'on la mouille, et du coup il va tout faire pour la récupérer, mais cette créature se lie d'amitié avec les Mega Rangers. Oui, bien sûr. Donc il affronte déjà les Mega Rangers dans une première partie, et après donc il se fait battre une première fois, et les ennemis de Mega Rangers découvrent l'existence de cette créature et vont essayer de la récupérer à leur tour. Et c'est à ce moment-là où justement les Car-Rangers vont arriver pour prêter main forte aux Mega Rangers. Et du coup, les méchants vont s'allier avec les méchants et les gentils vont s'allier avec les gentils. Et ça donne le prétexte à une grande bataille. Et les Mega Rangers ont même un superbe power-up dans ce film, qui est donc une armure dorée en fait qu'ils ont comme ça sur leur costume en spandex, et qui est plutôt une bonne trouvaille. Enfin, je trouve que ça rajoute quand même un petit truc. Une couche supplémentaire de awesomeness. Et il y a des beaux combats, je trouve qu'il y a des beaux combats de deux robots contre deux méchants dans le film. Enfin, moi j'avais bien aimé le combat final notamment. Mais après c'est un crossover classique, quoi. Il n'y a pas de véritables enjeux, quoi. C'est juste prétexte à ce que deux équipes se rencontrent. Ce qui est déjà fort sympathique. Oui. Ce qui est déjà, ça fait le boulot quand même, hein. On peut pas leur reprocher de pas avoir Oui, et puis la réalisation de Tazaki, elle est, on va en parler après, mais elle est dynamique, quoi. Elle est dynamique, quoi. Elle fait le boulot, hein. À cette époque-là, elle est dynamique. Ouais, c'est sûr. Donc, voilà, ça par contre, c'est pas disponible sur le DVD, mais bon, si vous voulez le voir, c'est le DVD japonais, toi. Non, celui-là, j'ai pas le DVD japonais. Donc, maintenant, on va vous parler du réalisateur dans le Dikotoku. Bon, alors là, on va quand même parler d'un monsieur important, d'un bon gros poids lourd du tokusatsu actuel, d'un monsieur qui est vraiment plus que prolifique, qui a œuvré aussi bien au Japon qu'aux États-Unis, puisqu'il s'agit de monsieur Ryuta Tazaki. Ryuta Tazaki qui fait partie de cette vague de réalisateurs qui ont la quarantaine, cinquantaine, un peu comparse de Koichi Sakamoto. Oui, voilà. Si c'est pas lui, c'est l'autre, on va dire. Oui, c'est ça. Alors, sauf que monsieur Tazaki est son aîné. Oui. Il est né en 1964, si je me semble bien, le 19 avril même, pour être précis. Et il a commencé en étant assistant réalisateur sur Kamen Rider Black, chef-d'œuvre du genre. Il n'a pas commencé sur la pire série. Non, c'est sûr. Et ensuite, c'est vrai qu'il va à la fois œuvrer sur le Sentai comme réalisateur, mais réalisateur quand même de premier plan, et ensuite il va y avoir un petit switch sur Power Rangers, sur lequel il va œuvrer quand même pendant pas mal de temps. Et il me semble qu'il a aussi travaillé sur de nombreux Kamen Rider. Oui. Et il a fait des films cinéma également. Mais allez, on va entrer un peu plus dans le détail. Après être assistant réalisateur donc sur Kamen Rider Black, comme tu le disais, il passe à la réalisation sur les séries Super Sentai, et sa première série, c'est Kaku Ranger. Et sur Kaku Ranger, il réalise juste une vidéo spéciale. Enfin, il réalise pas encore d'épisode, il réalise juste vous savez, sur les séries, ils font toujours des trucs à côté. Et là, lui, il a réalisé un de ses à côté, et la première vraie série sur laquelle il va œuvrer en termes d'épisodes, c'est All-Ranger. Donc, pas évident. Où il réalise 2 épisodes. Après, donc, il passe sur Car-Ranger, où il réalisera donc 13 épisodes, et il va réaliser donc le crossover Mega Ranger contre Car-Ranger. Et après, il va passer sur Mega Ranger et Gingaman, où il réalise aussi 13 épisodes de chaque série. À ce moment-là, c'est aussi à la même période où Saban commence à se constituer une équipe de talents japonais. Il y a Sakamoto qui arrive, il y a Power Rangers commence quand même à obtenir plus ou moins certaines lettres de noblesse
notamment grâce à In Space, qui est une réussite technique, parce qu'on a une équipe qui est vraiment très importante. On a Jude Lin au scénario, on a Sakamoto à la réalisation et des séquences de combat et à la production, et du coup, Sakamoto va ramener un petit peu certains réalisateurs, certains potes qu'il a, et Monsieur Tazaki, du coup, va se retrouver à réaliser des épisodes de Power Rangers, donc Lost Galaxy et Lightspeed Rescue. Sur ces 2 séries, il réalise presque la moitié de la saison, puisqu'il réalise à chaque fois 19 épisodes, et c'est surtout des épisodes très importants, c'est-à-dire que c'est soit des épisodes charnières, soit carrément les seasons finales des séries, notamment le triple épisode final de Lost Galaxy, c'est lui qui l'a réalisé. Pareil pour le double épisode final de Lightspeed Rescue. Par exemple, sur Lightspeed Rescue, il réalise aussi le double épisode crossover avec Lost Galaxy, donc la revanche de Trakina. Alors, ça, c'est lui qui le réalise. Si vous avez vu le documentaire sur Saban, par exemple, de M6, à un moment, il est interviewé et vous le voyez réaliser justement un épisode de Sauvetage Éclair. Il dit qu'il est payé moins cher que l'américain, c'est ça ? Oui, alors il y a surtout une grosse erreur de traduction, c'est pas qu'il est payé moins cher, c'est juste que lui a plus de capacité à le faire, donc ça coûte moins cher de l'embaucher lui plutôt qu'un Américain. Parce que les Américains mettraient plus de temps à réaliser ce que lui peut réaliser en une journée. Les équipes de tournage sont très légères et tous les réalisateurs sont japonais. Ce n'est pas un hasard. D'abord, ils savent bien diriger les scènes de combat. Ensuite, ils sont moins bien payés que les Américains. Ce sont eux-mêmes qui le disent. Les Américains sont meilleurs que les Japonais. Mais moi, je peux le faire pour moins cher. N'est-ce pas ? C'est un grand réalisateur. Il a beaucoup de talent. Enfin, surtout, mes épisodes sont moins chers à produire. Et c'est pour ça que je suis là. Okay, here we go. Quiet. Reversing. Si vous regardez les épisodes, vous voyez qu'il a réalisé donc, souvent des épisodes très importants. C'est lui qui lance Lightspeed Rescue également. Le premier épisode, c'est lui qui le réalise, qui est un épisode important parce qu'il y a notamment pas de stock shot. C'est un épisode 100% américain. Oui, 100% complet, ouais, tout à fait. Ouais. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il réalise, comme je le disais, des épisodes quasiment 100% originaux. C'est-à-dire que souvent, dans ces épisodes, il y a peu, voire très peu de stock shot. Alors, les finaux américains des séries sont des finaux originaux. Quoi. Ça ne reprend pas la fin des séries japonaises, par exemple. Bien sûr. Donc on sent, au niveau de Power Rangers, une certaine envie, une certaine aisance quand même à réaliser les scènes de combat, enfin du moins des scènes un peu spectaculaires. Et c'est pas forcément des choses qu'on retrouve sur les séries japonaises. On sent que sur les séries japonaises, il est beaucoup plus à même de réaliser des séquences un peu plus intimistes, notamment des séquences de repas, des séquences en famille, des séquences tout ça. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver sur la deuxième partie de sa carrière. Donc on peut vraiment dire que Power Rangers, ça a été un petit peu une transition et même un défouloir, parce qu'il pouvait faire peut-être des choses qu'il pouvait peut-être pas faire au Japon. Un petit peu un labo d'expérimentation aussi. Donc il revient par la suite au Japon et ça va être un peu Monsieur Kamen Rider, puisqu'il va réaliser des séries et des films. Il travaille sur Kamen Rider Agito, Ryuki, Five, Kabuto, Den-O, Kiva, Decade, Double, Oz, Fuse, Wizard, Gaim, Drive et Ghost jusqu'à maintenant. Prononce bien. Donc voilà. Et il réalise également les films Kamen Rider, donc Kamen Rider Agito Project G4, Kamen Rider Ryuki, donc l'épisode final, Kamen Rider Five, donc Paradise Lost. Il réalise également Kamen Rider Kiva, King of the Castle of the Demon World, Cho Kamen Rider Den-O and Decade New Generation, The Onigashima Warship. Tu as tous fait ? Non. Il réalise Kamen Rider Double et Decade Movie War 2010, qui est un film assez intéressant parce qu'il est coupé en deux parties. C'est un film qui est... Et on sent vraiment... On sent vraiment... Non, mais en plein milieu du film, ça cut. Ça cut en plein milieu du film. Et on sent vraiment son aisance pour réaliser les scènes intimistes. Et donc... Il a réalisé 2 autres films de Kamen Rider, donc Kamen Rider Oz et Double featuring Skull, donc Movie War Core,
et Gaim et Wizard, The Fateful Sengoku Movie Battle. Donc, entre 2001 et 2013, voilà, il a réalisé quand même pas mal de séries et pas mal de films Kamen Rider, mais surtout, il a travaillé sur la série live de Sailor Moon. Oui, Il c'est était vrai qu'il a réalisateur bossé là-dessus. sur la série de Sailor Moon, et il a réalisé donc 7 épisodes d'Akiba Ranger aussi. Mais C'est vrai surtout, qu'il était dessus. Ouais. surtout donc, outre ces films de Kamen Rider, il a réalisé un autre film d'un autre genre. Est-ce que tu peux nous en parler ? Bah, il s'est attaqué au Kaiju Ega, ce bon monsieur, avec Gamera The Brave, Oui. Qui est un film qui était un peu casse-gueule quand même à l'époque, parce qu'il passait quand même après la trilogie de Shusuke Kaneko. Là, l'idée à la fois, c'était de faire un film qui renouait avec l'esprit de la franchise originale, c'est-à-dire on est plus sur le côté enfant de la franchise, mais en faisant un film avec des thématiques quand même très dures et très difficiles pour un film pour enfants. Donc c'est plus un film mélancolique pour enfants, avec des séquences de kaiju quand même assez spectaculaires. Oui. Et on peut dire que Monsieur Tazaki s'en est tiré de main maître, parce qu'il y a une utilisation du cinémascope qui est quand même assez dingue dans ce film. Mais c'est ça. C'est un très très beau film, on en a déjà parlé dans l'émission de Gamera, mais c'est un one-shot. C'est un film qui n'avait pas très bien fonctionné à l'époque, donc du coup, il n'y a jamais eu de suite. C'est très bien parce qu'il fonctionne très bien en tant que tel, mais il y a effectivement, comme tu disais, il y a ces séquences intimes qui sont très réussies, ces séquences avec le gamin, les séquences mais tout fonctionne là-dessus. le gamin avec son père, le gamin avec Toto, donc la tortue, le gamin avec la fille, l'adolescente, donc Kao. Oui. Et franchement, il a fait un très très beau Kaiju Ega qui malheureusement, encore une fois, n'a pas marché à l'époque, mais moi quand je l'avais vu au Kyotano en 2008, les gens ils étaient très réceptifs, et c'est un film qui en plus d'être très beau techniquement, qui est très agréable à regarder, c'est un film qui a beaucoup de cœur en fait. On sent qu'il y a énormément de cœur, et encore une fois, c'est un film qui n'a pas peur de tordre un peu certains mythes pour te les restituer de manière nouvelle, de manière très totalement, totalement. Très très beau film, et après du coup il a enchaîné sur un autre film qui est Kamen Rider The Next. Oui. Donc qui était la suite de Kamen Rider The First, où là c'est un cas un petit peu plus complexe, un peu plus problématique, parce qu'à la fois je trouve que c'est un film qui est plus réussi que Kamen Rider The First, mais puisque on reste vraiment sur les personnages des Riders, et on continue à développer l'intrigue autour de Shocker, mais il glisse là-dessus une intrigue à base de ghost story qui est très très bizarre, et on sent que ça avait rien à faire là-dedans, et j'ai l'impression qu'il était prisonnier d'un scénar qui bouffait un peu à tous les râteliers en fait, et c'était un peu étrange. C'est là où tu vois, comme je le disais, la dichotomie de sa carrière. C'est que c'est soit sur Power Rangers ou même sur Gamera, tu sens qu'il est libre et qu'il peut faire un peu ce qu'il veut, qu'il arrive à s'éclater sur quelque chose, alors que quand tu regardes ces films de Kamen Rider, des fois tu sens qu'il est plus un bon faiseur qu'autre chose. Tu vois, tu sens qu'il est un petit peu... il est un peu bridé, quoi. Il est un peu... Enfin, surtout, par exemple, je répète là-dessus, mais quand on voit le documentaire sur Saban, on sent que le mec, il s'éclate, quoi. Quand on a les images making-of, on sent que le mec, il fait ce qu'il veut, et puis surtout, il a des mecs avec lui qui sont... Je pense qu'il y a plus sur peut-être des petits budgets, ou des... Oui, c'est quand tu vois le boulot, par exemple, qu'il a fait sur les épisodes de Kamen Rider Amazons, tu sens que... parce que récemment, il a rejoint donc l'aventure Kamen Rider Amazons, mais là encore une fois, c'est un autre type de prod. Oui, c'est ça. Donc tu sens qu'il y a une volonté déjà de faire pour un public différent, tu vois. Oui, bien sûr. Donc je pense que c'est pour ça qu'il arrive à être un public plus adulte, donc forcément tu te libères plus en termes techniques et en termes de violence. Tu te fais plus plaisir là-dessus que sur les séries spécialement conçues pour les enfants, en fait. Donc c'est assez logique. Mais en tout cas, voilà, si vous avez l'occasion, essayez de glaner comme ça un excellent petit peu monsieur aussi, des épisodes ou des séries qu'il a pu faire, et vous verrez qu'il a quand même un style qui peut se reconnaître si vous regardez les œuvres les unes après les autres. Bien sûr. Voilà. Donc, en tout cas, on vous remercie toujours pour votre fidélité. Pour votre fidélité. L'émission sur Karanger, donc on l'a terminée. On le répète, vous pouvez le trouver chez Shoot Factory et toutes les autres séries, donc O-Ranger, Kaku Ranger, Zio Ranger, Dai Ranger, voilà, tout est sorti en attendant les prochaines sorties. Donc c'est comme d'habitude.
La prochaine fois, on va un petit peu changer de pays puisqu'on Encore parlera de Taïwan, Yes. donc suite à la sortie en DVD de Taipei, la Super belle. Riders. Et donc, on se quitte en musique sur le générique de Car-Ranger et on vous dit à très vite. Donc prenez soin de vous et transmettez-vous. 胸に愛を抱いて車を飛ばしたらあんなこんなどんなカーブもへっちゃらさダダダディダダドゥダダうなるエンジンで涙なんかぶちぎれおい諦めないで信じてごらんよ夢見る君がときめく君が明日のヒーロー Let's go! カレンジャーカレンジャー君も見